Salut, bonsoir à tous, bienvenue, c'est le rendez-vous de vos chroniqueurs pour des débats, analyses et éclairages sur de grands sujets. Merci d'être là. Dans un instant, nous vivrons le bulletin météo politique avec notre chroniqueur Alberto Mardoché-Gounou qui a des informations pour nous. Ce sera en ouverture, il est déjà présent et bien installé. Alberto, bonsoir. Bonsoir Christian, dans les amis téléspectateurs, bonsoir. A tout de suite pour les informations. 65 ans d'indépendance, le Bénin le célèbre dans quelques jours. Le 1er août prochain, les forces vives de la nation se préparent pour vivre cet événement grandeur nature. Mais nous irons au-delà de cette célébration pour évoquer les élections générales, institutions de la République impliquées dans l'organisation, partis politiques, sociétés civiles et populations affûtent leurs armes. Des calendriers sont publiés, les échanges se font, les partis politiques montent de plus en plus au créneau. Chaque entité déploie sa feuille de route. Tour d'horizon de ces actions qui semblent enfin annoncer les couleurs. 2026, justement, avec la dernière et la plus importante des consultations électorales, la présidentielle, nous aborderons la question des candidatures pour les duos, à suivre les éclairages de notre consultant sur les étapes clés du processus. Ce sera avec Victor Bocon, il est expert électoral, ses explications dans l'œil de l'expert. Et un peu plus loin, le plateau de l'invité politique. Notre invité a des ambitions pour la présidentielle. Il s'est fait annoncer. Nous verrons où est-ce qu'il en est avec son intention de candidature portée à la connaissance de son groupe politique depuis juin 2025 et à quel niveau se situe le challenge. Nouroudine Sakasalé est juriste, militant, membre fondateur du parti de l'opposition Les Démocrates. Il sera face aux chroniqueurs. Bienvenue, merci d'être là. C'est la météo politique avec Alberto Mardoché-Gounou. Nous verrons dans un instant à quoi ressemble le ciel politique au Bénin cette semaine. Mais avant, vous nous rapportez deux faits majeurs, Mardoché, sur le champ politique. On commence par la célébration prochaine des 65 ans d'indépendance du Bénin, occasion que saisit le cadre de concertation de l'opposition pour s'adresser au chef de l'État, Patrice Talon. Oui, Christian Dandidia, c'est par une conférence de presse que les partis membres du cadre de concertation de l'opposition saisissent l'occasion de la célébration prochaine du 1er août pour s'illustrer. Au siège du parti Les Démocrates le mardi 22 juillet 2025, ils appellent le président Patrice Talon à poser des actes forts pour réconcilier la nation. Dans la déclaration lue par Antoine Guédou, porte-parole du CROISER, il souhaite que la célébration des 65 ans d'indépendance du Bénin soit l'occasion de gestes utiles au nom desquels la libération des détenus politiques, le retour des exilés, l'ouverture d'un dialogue politique et dans la mesure du possible la convocation d'une assise nationale en faveur d'un climat politique plus apaisé. Et vous nous transportez à partir de cet instant dans la première circonscription électorale. On parle de l'animation de la vie politique et le député Issa Salifou remobilise ses troupes à Malanville. C'est une démonstration de force qui vise à préparer le terrain pour les élections générales de 2026 à Malanville. À quelques jours, le député Issa Salifou s'est fait le devoir de remobiliser les militants de Kandi, Malanville et Karimama à la faveur de cette grande séance d'échange. Il a fait un état des lieux de son action politique et sociale depuis des décennies, tout en rappelant à ces dictateurs sans bilan qu'ils entretiennent l'illusion que le développement se mesure aux actes, pas dans des discours. Le ton est donc donné. La machine politique est ainsi lancée dans la première circonscription électorale. Issa Salifou embarque ainsi ses troupes pour la reconquête et pour de nouveaux challenges à travers ce qu'ils appellent son ultime combat politique. Parlons de la présidentielle de 2026 et nous allons à la Commission électorale nationale. Les députés ainsi que les maires sont invités à retirer les formulaires de parrainage. Oui, depuis le vendredi 26 juin, la Sénat a ouvert le bal des retraits des formulaires de parrainage pour les candidats à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Les acteurs invités sont les maires en fonction et les députés de la 9e législature. Ils sont les seuls habilités à accorder le parrainage aux candidats
de leur choix. Conformément au calendrier électoral, l'opération ouverte le 25 juillet prend fin le 25 août prochain. Rappelons que chaque prétendant à la fonction présidentielle devra réunir un nombre suffisant de parrainages, tout au moins 28 pour valider son dossier de candidature. C'était les informations dans la météo politique à présent, la météo des partis politiques avec vous, Alberto Mardoché-Gounou. Cette semaine, l'horizon reste dense et chargé de nuages que vous qualifiez de symboliques. Vous nous dites que le thermomètre est capricieux, le baromètre présidentiel est à son dernier niveau de pression. Exactement. Il y a des silences qui tonnent plus fort que les discours. Dans quelques jours, le chef de l'État, Patrice Talon, présidera sa dernière montée des couleurs à l'occasion d'un 1er août et de 10 pour le président de la République aux commandes du gouvernement, à braver les cyclones, à étouffer des vents contraires, à dompter les pluies ou à les faire tomber selon les saisons. Mais à quelques jours de cette dernière parade républicaine, le vent reste figé et vous allez le voir sur la carte politique. Du côté de la majorité, aucune alerte météo, aucune décision majeure. L'atmosphère est lourde mais contenue. Le bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau continuent de virevolter dans l'œil du cyclone présidentiel. Ils cherchent l'éclaircie suprême, le feu vert du chef. Mais le ciel reste couvert. Le tonnerre ne gronde pas encore. Patrice Talon garde le couvercle sur la marmite des ambitions. Et pendant que l'UPR et le BR calent leur boussole sur les nuages du silence présidentiel, le mouvement des élites engagées du Bénin, soutien du pouvoir, profite du vent qui lui est favorable pour tracer ses sillons. Son président Jacques Ayadi, véritable randonneur politique, est désormais partout. Le ministre conseiller aux infrastructures traverse les départements comme un alizé, serre des mains, pose pour des photos, passe des directives. Oui, il est sur le terrain des chantiers, mais pas suffisamment visible sur la carte politique cette semaine, un peu comme un soleil qui brille à minuit, on l'admire, mais on se demande à quoi il sert finalement. Pendant ce temps, le tonnerre gronde à l'opposition. Il y a d'abord cette coalition de formation qui refuse de danser sous la pluie du pouvoir. Le cadre de concertation de l'opposition, oui, lui, cette autre cellule nuageuse, plus élargie, discrète, mais pas moins orageuse. Il a appelé le président Patrice Talon à l'occasion de son dernier 1er août à poser des actes forts pour décrisper l'atmosphère politique du pays qu'il juge tendue et inquiétante. Le bruit va-t-il être entendu? Wait and see. Mais au cœur de cette coalition, un nuage un peu plus léger a tenté de se faire remarquer. La nouvelle force nationale d'Apollinaire Avoyon, le parti a lancé sur sa page Facebook une consultation pour demander à ses partisans d'évaluer sa participation à cette coalition. Mais entre nous, quand la NFL lance un appel, même les moustiques ne se retournent pas. On dirait un mégaphone sans pile ou un orage en sourdine. On attend le grondement, mais c'est le silence qui pleut. Et puis, il y a les démocrates, ceux qui ne cherchent plus la pluie, mais la foudre. Le parti enregistre un renfort de poids. Un chef de parti a rejoint l'écurie. Et depuis, c'est le branle-bas, tournée, descente, rencontre avec les militants. Le ciel est toujours nuageux à ce niveau. Mais on attend les tambours du tonnerre. Ils préparent le sol, ils labourent les consciences, ils attendent la pluie électorale. Pendant ce temps, les autres partis comme GSR, MPL et j'en passe sont comme des iolants, ces oiseaux marins sur les plages attendant l'orage. Silencieux, éparpillés, inquiétants, mais toujours immobiles. Attention tout de même à la montée de la marée. En résumé, le ciel politique cette semaine n'a jamais été aussi chargé. Mais personne ne veut être le premier à lever le doigt pour dire il va pleuvoir. En attendant que tombent les premières gouttes de pluie, un chapitre s'achève. Le président Patrice Talon s'apprête à vivre son dernier 1er août à la tête de la République du Bénin. Pendant 10 ans, il a conduit la barque sous un ciel instable et des eaux agitées. Mais il semble avoir réussi son pari avec au bilan une pluie de réformes faites de choix forts, de décisions fortes pour révéler le Bénin selon ses propos. Ce 1er août, le chef de l'État ne défilera pas sous un soleil ordinaire, non. Le ciel politique, malgré les divergences, lui dira en silence, mission accomplie. Et maintenant, pour conclure cette météo, Christian Adandédian, laissons tomber les mots pour place à la mélodie. La mélodie que nous allons suivre.
Et ce sera tout pour le bulletin météo-politique. Vous nous revenez en fin de semaine prochaine, dans pratiquement 7 jours, pour des nouvelles du ciel politique et sur la carte politique. Au plaisir de vous revoir. Merci Alberto. L'éditorial d'Orma Sarah le fait suivre. Les prochaines consultations électorales, ça y est, c'est pratiquement là, avec les différentes opérations pilotées par les institutions de la République dans la conduite des opérations électorales. La machine va donc s'élancer. Décryptage des actions perceptibles. Et à la suite, nous irons sur la toile avec Marc-Yohannes Goudianou qui nous présentera dans les vues du web les débats autour de certains sujets qui ont intéressé les internautes sur les différentes plateformes sociales. Voici les points de vue. C'est l'instant discussion. Si vous nous rejoignez sur le grand rendez-vous, eh bien, bienvenue. Après la météo, la parole sera à présent donnée à nos chroniqueurs pour les débats sur un certain nombre de sujets que vous allez découvrir. On va commencer dans un instant, d'abord par la réflexion de notre éditorialiste Omar Salouf. Et très rapidement, le plateau est composé de Roland Laurent Toniquès. Bonsoir. Christian Nalidia, bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver tous les dimanches. Merci. Herman Aniamoussou, bonsoir. Bonsoir Christian Nalidia, bonsoir aux amis du grand rendez-vous sur Canal 3B. Merci, bienvenue, merci d'être là. Marc-Yohannes Goudianou, bonsoir. Oui, bonsoir mon très cher Christian, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver chaque dimanche le plaisir soir. Est partagé. Le plaisir est partagé avec vous ce soir. Ce sera encore les vues du web. 3 sujets que vous avez choisis pour nos téléspectateurs sur les réseaux sociaux. On parlera de la demande du cadre de concertation adressée au président Patrice Talon à l'occasion du 1er août. On parlera des militaires béninois qui s'apprêtent à changer de tenue à partir du 1er août. Et vous avez également un fait divers pour nous. Omar Salouf, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs fidèles du grand rendez-vous tous les dimanches soirs. Voilà, Omar, nous évoluons indubitablement vers les grandes dates. Oui Christian, le compte à rebours a commencé et chaque jour qui passe est un grand pas vers ce qu'il convient d'appeler la grande fête électorale de 2026. Oui, ce sera une fête, les élections générales à venir, comme il en a été pour la présidentielle de 2016, qui a favorisé l'alternance au sommet de l'État. Et pour cela, chacun des acteurs fondamentaux du jeu électoral doit s'apprêter pour y prendre part active. Je veux parler des institutions chargées de l'organisation et du suivi des élections, la société civile, les partis politiques et le peuple électeur. Et justement, ces différents acteurs que vous venez de citer s'activent déjà en prélude à 2026, n'est-ce pas Omar? Oui, la société civile sensibilise et travaille pour des élections sans violence. Le peuple électeur attend et observe. Prendre une part active revient aux institutions en charge de l'organisation et du suivi des élections de jouer pleinement leur partition. La Sénat, sa direction générale des élections et la Cour constitutionnelle ont donné des signes de préparation sérieuse en sortant calendrier, chronogramme, procédure à suivre par les candidats et les partis politiques. Dans le rang des partis politiques, justement, des signaux de préparation interne commencent à être perçus également. C'est heureux, mais à 3 mois du début des dépôts des candidatures, les Béninois attendent toujours de connaître qui seront les porte-étendards des partis. On ne le dira jamais assez jusqu'à savoir qui sont-ils, ceux-là qui auront la confiance des grands ensembles pour porter une nouvelle fois l'espoir du peuple en tant que candidat à l'élection présidentielle. Critiques, analystes, observateurs et mandants ont toujours la soif des grands débats d'idées. Serons-nous déçus de cette longue attente au bout de laquelle les grands leaders nous sortiront des noms surprenants de leur sac, tels des magiciens politiques? Grosse interrogation. Et selon vous, Omar, jusqu'à quand attendrons-nous les Béninois pour, je dirais, connaître les duos de candidats à cette élection présidentielle? Christian, il y a une certitude. La Sénat a son agenda qui s'impose à tous les partis politiques, qu'on le veuille ou non, que l'un attende l'autre avant de sortir son candidat ou pas. Il y a une date, il y a un délai. Il y a un timing qui doit être respecté par tout parti politique désireux de participer aussi bien à la présidentielle
communales, municipales et législatives. Et donc, les Béninois peuvent être rassurés. C'est dans pas très longtemps seulement qu'il se pose un véritable manque. Par ce silence des partis politiques, les Béninois sont privés des contradictions saines qui devraient faire vivre les chapelles politiques en cette veille d'enjeux électoraux d'envergure. C'est le jeu politique à côté du jeu électoral, peut-être. Voilà, le débat sur l'édito à partir de cet instant, Sénat, Cour constitutionnelle, partis politiques, société civile et même les électeurs, toute la machine électorale est désormais mise en branle. Herman Agnamboussou. Oui, la machine électorale est mise en branle. Le chroniqueur fait bien nous rappeler que la Sénat a son calendrier, lequel calendrier s'impose à tous les acteurs, y compris les acteurs politiques qui, pour le moment, ne répondent pas encore à l'appel des électeurs. Et comme je l'ai dit plusieurs fois sur le plateau, c'est à croire que l'électeur béninois ne compte plus forcément dans le choix, alors qu'en réalité, on sera invité à choisir, à opérer des choix. Alors, comme pour dire que le débat est fait aujourd'hui de sorte qu'on a l'impression qu'on a beau faire les pronostics les plus juteux, les plus scandaleux, on se rend compte que le débat se fera entre Boni Yaye et Patrice Talon. C'est-à-dire que les deux camps proposeront le duo de candidature, alors qu'on aurait bien voulu, dans un pays qui a déjà une certaine forme de démocratie, une culture démocratique donnée, on aurait bien voulu que le débat soit ouvert pour qu'on puisse avoir d'autres camps. C'est comme si on est en train de placarder le schéma Joe Biden et Donald Trump aux États-Unis. De sorte qu'aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que, oui, les démocrates d'un côté, est-ce qu'ils parviendront à reprendre le pouvoir, puisque Boni Yaye a été président de la République dans ce pays? Est-ce que du côté de Patrice Talon, il fera les efforts, tout ce qu'il faut pour garder, pour maintenir le pouvoir en son sein? Et qui est-ce qui va prendre ce contrôle-là? Je pense que c'est quand vous faites un peu un tour on est dans ce couloir, depuis plusieurs mois. Oui. Pour l'analyse que je suis, ça n'empêche comme oui, l'analyse que je suis, ça me dérange un peu parce que nous avons déjà une culture démocratique donnée. Et quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis avec Trump qui, je n'ose pas qualifier quel genre de président il est, on se demande, mais finalement, dans quoi est-ce que les réformes du système partisan, la réforme, dans quoi est-ce que ça nous a mis au fond, quoi? Alors, beaucoup d'interrogations à votre niveau, un peu comme au niveau de beaucoup de nos compatriotes, mais ça n'empêche quand même pas les acteurs impliqués dans l'organisation et la gestion de ces élections de continuer par dérouler leur chronogramme. Laurent Toniquès. Moi, je souris quand on dit la Sénat a son calendrier, la Cour constitutionnelle a son calendrier. Mais posez-vous la question, quel est le calendrier des acteurs politiques qui nous dirigent aujourd'hui? Ils ont également leur calendrier. Oui, ils ont leur calendrier, ils ont leur plan. Et donc, évidemment, c'est pas parce que la Sénat soit un calendrier, que la Cour constitutionnelle soit un calendrier qu'on est rassuré. Il y a un problème. Et quand je suis aimant, je suis d'accord avec lui, parce qu'en fait, aujourd'hui, où allons-nous? On s'avance vers une situation d'incertitude. On va parler d'incertitude, les différentes dates sont là. C'est mon avis, je l'assume. C'est mon avis, je l'assume, cher Christian. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a évoqué le cas Boni Yaye et Patrice Talon aujourd'hui. Dans l'un ou l'autre des cas, ça arrange quelqu'un dans les deux cas. Et nous avançons vers une situation où on serait obligé de lire un président par défaut en 2026. Parce que, évidemment, en 2016, quand je me réfère à cette situation, c'est qu'il y a quand même la possibilité d'aller à un second tour. Mais dans le cas d'espèce aujourd'hui, sauf... Ce n'est pas exclu. Sauf si Paul Roupert, qui veut aller négocier parrainage au niveau de la mouvance, s'il arrivait à avoir les parrainages, on peut avoir 3 duos de candidature. Autrement, on sera face à 2 duos de candidature et les Béninois seront obligés à opérer un choix par défaut. Il y a un problème. Quand je prends les élections législatives également, malheureusement, la même situation va se poser parce que les partis qui ont la possibilité d'espérer d'avoir des élus en 2026, c'est le BR, l'UP, le Renouveau et les partis démocrates. Le reste, ça viendra, mais ce n'est pas évident, il n'y a pas d'assurance. Donc là aussi, nous serons obligés de lire les députés par défaut. Donc il y a un problème. Donc j'estime que cette réforme dont on parle, que les gens chantent à tue-tête, tu sais pas, tout le temps. Nous sommes en pleine expérimentation de la réforme. Dès lors, quand vous écoutez... Nous avons déjà eu une élection présidentielle avec cette même réforme. Non, mais qui a été corsé en 2024 Ce n'est pas le même code, ça a été corsé en 2024. Souvenez-vous, qu'ils vous souviennent qu'ils ont été obligés de corser ça en 2024.
Mais quand on regarde un peu, quand on fait la lecture de tout ce que nous subissons aujourd'hui et ce que ce à quoi on nous amène en 2026, il y a un problème, il y a matière à se poser des questions. Moi, j'estime véritablement que la Sénat déroule un calendrier, la Cour déroule un calendrier. Mais le dernier mot revient à ceux qui nous dirigent parce qu'en réalité, ils ont réussi à corser tout. Et ils auront certainement qu'ils ne finiront pas nous sortir un autre cas de figure comme 2019 ou 2021, où malheureusement en 2019, on a sorti de ce cas commun. Vous avez vu ce qui se passe avec les certificats de nationalité. Et là, après, vous vous rappelez 2021, où quelqu'un qui est opposant en arrive à avoir parrainage contre toute attente. Et bon, comme candidature fait valoir. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qui prouve véritablement... Et donc, ça ne vous rassure pas? Moi, ce n'est pas la Sénat qui me rassure, ce n'est pas la Cour qui me rassure. Ce sont les acteurs politiques qui ont le dernier mot qui me rassure. On vous écoute. Oui, il faut dire qu'à l'annonce ou lorsqu'on regarde les élections qui sont en vue, tel que l'a souligné le chroniqueur, il y a plusieurs interrogations qui attirent l'attention de plus d'un. C'est la première des choses en ce qui concerne les institutions, c'est qu'il faut d'abord espérer que nous ayons quand même des institutions qui soient crédibles, d'accord, et qui soient vraiment indépendantes pour les élections. Oui, ça se pose réellement, puisque vous savez dans quel contexte où on est, où on sait que la plupart des institutions sont dans la même mise du pouvoir en place. Les institutions sont indépendantes. C'est pourquoi je dis que pour les élections qui vont venir, il faudra quand même que ces institutions marquent alors ce pas-là de crédibilité qu'on a toujours voulu de ces institutions-là, cette indépendance qui a été toujours réclamée de ces institutions-là, qui doivent jouer d'abord une partie de leur rôle, d'accord, en ce qui concerne leur crédibilité, leur indépendance. Lorsqu'on en vient aux partis politiques, les conditions qui encadrent la participation de ces partis politiques aux diverses élections, est-ce qu'il n'y aurait pas des exclusions, est-ce qu'il n'y aurait pas des conditions qui seront créées pour pouvoir quand même empêcher un certain nombre de leaders de pouvoir quand même participer au jeu électoral? Ça, c'est des interrogations, c'est des inquiétudes. Le code électoral est connu de tout le monde, de tous les acteurs. Exactement, c'est connu de tous les acteurs, mais dans la réalité, on sait qu'il y a des gros déclenchements. Lorsque vous prenez par exemple la relecture du code électoral qui n'a pas été pu faire, qui n'a pas été pu mettre en œuvre, donc ça, c'est un problème qui est là. Et donc, par rapport à toutes ces anomalies qui sont contenues dans ce code électoral, par exemple, et qui a amené à ce qu'on demande la relecture, par exemple, de ce code-là, ça pose problème. Et donc, lorsque je quitte ce temps, non, ça c'est des... Le problème que vous posez, ça ne tient peut-être pas la route. Puisque lorsque vous regardez les différentes formations politiques, il n'y a qu'une seule formation politique qui revendique ou qui réclame la relecture du code électoral, mais les autres, ils continuent de dérouler leur calendrier. Non, pas une seule formation, pas une seule formation. Il faut dire tout le cadre de concertation de l'opposition qui regroupe également pas un seul parti, mais également d'autres partis quand même qui sont dans cette alliance de l'opposition-là, qui réclament un certain nombre de choses liées à cette organisation des élections générales. Tout compte fait, tout le monde est dans l'optique que les élections se déroulent de façon transparente, où chaque institution joue pleinement son rôle, les partis également puissent quand même participer au jeu électoral comme cela se doit, et j'en reviens également à la question de la société civile qui doit jouer également un rôle de sensibilisation. Est-ce que vous la voyez, cette société civile? Non, c'est ce qu'on demande. Nous, on est dans l'optique de pouvoir demander... Comparativement à ce que nous avons observé. Oui, Christian, notre rôle, c'est de pouvoir demander d'accord à ce que chacun joue son rôle. Les acteurs jouent leur rôle. Exactement. Et quand je parle des acteurs, j'ai parlé des acteurs. Des institutions qui sont mises en place, j'ai parlé des partis politiques, d'accord, et je parle également de la société civile qui a également son rôle à jouer en ce qui concerne par exemple la sensibilisation, la veille électorale par exemple lors des élections pour pouvoir constater les faits, pour pouvoir les dénoncer de façon démocratique. La société comme civile il le faut. a certainement son calendrier qu'elle déroule peut-être loin de nos regards. Il revient aux formations politiques de prendre... De faire leur travail sérieusement, parce qu'une partie malheureusement une partie de la société civile a dealé de 2015 à 2016 et est inexistante aujourd'hui. Il ne peut pas parler. Non, j'ai dit une partie, je n'ai pas dit toute la société civile. Oui, maintenant, au-delà de ça, quand vous parlez de la Sénat, vous parlez de la Cour constitutionnelle. N'oubliez pas que ceux qui sont là, qui vont organiser les élections en 2026, c'est eux qui ont déclaré caducité des documents en 2023. Il y a matière à se poser des questions. Non, nous sommes en 2023. Ça, c'était 2023. Non, mais écoutez, c'est les mêmes personnes. C'est la même équipe, non? C'est la même équipe. Oui, on vous écoute. Pendant que je vois Mac et Roland appeler les institutions à jouer leur rôle, et que ces institutions jouent effectivement leur rôle, ont commencé
à jouer leur rôle, calendrier, agenda, chronogramme et tout. Dans le même temps, vous les soupçonnez d'être dans un rôle qui n'arrangerait pas peut-être la classe politique. Je pense que nous n'avons pas intérêt à trop vite aller en besogne. Nous avons intérêt à prêter un peu foi à ces institutions qui sont pleinement dans leur rôle. La Sénat est dans son rôle. La Sénat n'a pas à se mêler de la vie des partis politiques. La Cour constitutionnelle n'a pas à se mêler c'est-à-dire aux décisions qui sont prises dans les partis politiques, à leur fonctionnement, à l'interne, au fonctionnement de ces partis politiques. Le rôle de la Sénat et de la Cour constitutionnelle, c'est de gérer les élections, c'est de gérer le contentieux et tout ce qui va avec. Et ces institutions-là sont actuellement dans ce rôle et il faudra les encourager à poursuivre. C'est à croire peut-être qu'ils n'ont pas jusque-là fait signe de vie, ils n'ont pas encore montré des signaux d'existence. Non, pas du tout. Écoutez. Jusque-là, nous pouvons être d'accord que la Sénat et la Cour constitutionnelle ont commencé leur travail. On parle de la et les partis politiques sont informés. Je n'ai pas dit la Sénat, je n'ai pas remis en cause le travail de la Sénat ou de la Cour constitutionnelle. De base, la Sénat et la Cour constitutionnelle sont des institutions indépendantes. On s'en tient à cela. Mais ne trouvez pas forcément des connivences avec le pouvoir en place. Je vais finir en disant que c'est déjà heureux de constater aussi que dans les partis politiques, ça commence par bouger un peu, même si ce n'est pas encore ce qu'on aurait voulu, même si les débats au sein de ces partis politiques pour nous sortir de candidats sérieux n'ont pas encore commencé. On va espérer que ça commence et que les Béninois puissent commencer à voir le nez de ceux qui seront les porte-étendards de ces partis. J'ai reconnu le travail de la Sénat. J'ai dit souris parce qu'en fait, il faut maintenant s'intéresser au calendrier des acteurs qui nous dirigent actuellement et quel est le plan. C'est deux calendriers différents. Allons-y. Si les deux constats dont je me satisfais aujourd'hui, c'est de constater qu'alors que les partis politiques étaient dans un jeu un peu d'Autriche, la politique d'Autriche, donc avec la tête dans l'eau, la Sénat et la Cour constitutionnelle sont venus nous montrer que nous sommes vraiment dans une phase électorale dans le pays, parce que c'est grâce à la publication des calendriers, des chronogrammes et tout, à ce que la Cour constitutionnelle a déjà publié comme résultat, comme calendrier également. C'est ça qui nous a permis de savoir vraiment que le Bénin, nous sommes à 6 mois, les premières élections, les législatives, c'est en janvier prochain, donc à 6 mois de janvier. C'est cette décision qui en fait nous montre aujourd'hui que nous sommes dans une phase électorale. Donc fier chandelle aux institutions. Oui, naturellement. Ensuite, la société civile. N'oubliez quand même pas que c'est grâce à Jean-Baptiste Elias et au consort et à tous ceux qui suivent les centrales syndicales et tout, qu'aujourd'hui nous avons l'audit du fichier électoral qui se déroule dans le pays. Même s'il y a eu des éternuements, des atermoiements, même s'il y a eu des rechignements et tout, aujourd'hui, il n'y a qu'effectivement, il y a des experts qui sont commis à cette tâche-là. Donc il faut désormais que, tout cela fait désormais que le Bénin sait maintenant qu'il est engagé dans une processus électoral. Sinon, si on ne devait s'en tenir qu'aux partis politiques, jusqu'à présent, RAS. Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on demande aux partis politiques, mais quel est leur plan, quel est leur schéma, qu'est-ce qui se passe dans le pays, de sorte qu'aujourd'hui... Est-ce que les partis aussi s'attendaient peut-être au déroulement du calendrier des institutions de la République pour ajuster également leur fonctionnement? Je ne commence pas à dire que le Bénin a une culture démocratique, a une culture électorale qui fait que à quelques mois déjà, même des fois, pour les cas précédents, pratiquement 2 ans, on voit déjà, vous faites bien de rappeler que le débat manque, il n'y a pas de contradiction, il n'y a rien dans le pays. Aujourd'hui, on se pose des questions, est-ce que nous allons vraiment vers des élections générales? Quand on dit élections générales, c'est présidentiel, c'est législatif, c'est communal, municipal et tout. Et donc on se demande si vraiment le Bénin est prêt à s'engager ou alors quelle place donne-t-on aujourd'hui, quelle place les réformes politiques
aujourd'hui accorde à l'électeur? Est-ce que l'électeur a toujours son mot à dire? Ou bien on pense que, bon voilà, il suffit juste qu'on dise jour d'élection, que les gens aillent voter, qu'ils ne veulent pas voter et tout. Après, et quand je le dis, je fais plutôt recours à ce qu'on a vécu en 2000, comme il est là, où la Sénat a donné un taux de participation qui n'était pas celui de la Cour constitutionnelle et tout. Je voudrais que, pour une fois, nous donnions vraiment envie d'aller voter. Nous notons quand même que quelque chose est en train d'être fait, puisque au niveau de la Sénat, les députés et les maires qui ont le pouvoir désormais de parrainer sont invités à retirer leur formulaire de parrainage. Est-ce que ça ne va pas faire bouger une fois encore un peu plus les lignes, puisque les parrainages sont nominatifs? Oui, je pense que déjà, même au niveau des parrainages, vous allez commencer par remarquer beaucoup d'agitation au niveau des leaders politiques, au niveau des partis politiques. Lorsque vous prenez les maires, par exemple, qui doivent également parrainer également, vous prenez les députés également, vous allez voir qu'il y aurait beaucoup de tractations à ce niveau-là. C'est vrai que la loi a prévu tout le mécanisme qui doit conduire réellement à ce parrainage-là. Mais néanmoins, vous savez, c'est un jeu politique. Et donc, on ne peut pas donner forcément foi à tous les acteurs politiques qui vont rentrer dans ce processus-là. Et donc, il faille quand même que chaque parti politique ait quand même mise quand même sur ses députés ou ses maires pour pouvoir quand même leur permettre quand même de pouvoir faire le parrainage en bonne et due forme et qu'on n'assiste pas peut-être à des disparitions d'élus locaux, à des disparitions. Pas des disparitions, des séquestrations. Bon, pas séquestration, peut-être même si on disparaissait. Pas de voilà inédit ou bien pas de voix fictif. Et donc, ça, également, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pourquoi je parle également du fait que, au niveau de tout le processus, il faut quand même également que les partis politiques, qui sont réellement les vrais acteurs du jeu électoral, une veille constante en ce qui concerne les joutes électorales qui viennent, et également, ce que je demandais quand je parlais des institutions, je parle pour l'avenir, je ne parle pas pour le présent. Pour le présent, on sait déjà que le processus est enclenché. Mais pour l'avenir, qu'est-ce qui nous guette? Et pour ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on demande également que ces institutions, que le rôle qu'ils ont toujours incarné par le passé, qu'ils respectent cela, puisqu'en 2016, si ces institutions n'avaient pas respecté tout le chronogramme et tout ce qu'ils devaient faire comme priorité, on n'aurait pas eu des élections démocratiques en 2016. Pour l'avenir, je vais vous dire ce qui va se passer. Ah, vous êtes médium? Oui, non, la Sénat va organiser les élections, va dire les résultats, va donner les résultats provisoires, la Cour constitutionnelle... De façon indépendante. De façon indépendante, comme d'habitude. Et la Cour constitutionnelle va... transparente. La Cour constitutionnelle va donner les résultats définitifs et le Bénin va continuer à se former. La formule est consacrée, les actes aussi. Je pense que les actes aussi. Il faut qu'on se dise la vérité, qu'on ne fasse pas semblant de dire la vérité aux acteurs politiques. Parce que la réalité, elle est là. C'est vrai qu'on a beau dire, oui, les institutions de la République feront leur travail. Mais nous savons tous ce qui se passe depuis 2019, où ce gouvernement a organisé les premières élections en 2020-2021. On sait ce qui s'est passé en 2023, on sait ce qui s'est passé. Oui. Il y a... Ce n'est pas pareil. En 2026, nous parlons d'élections générales. Justement, c'est pour vous dire quoi. Le Béninois aujourd'hui veut que tout se passe bien. Et qu'il ne soit pas obligé d'élire des personnes par défaut. Oui. C'est ça. Attendons les élections. Maintenant, au-delà de ça, je voulais juste rappeler au président de l'institution, de la Cour constitutionnelle, du Sénat, pour leur dire, écoutez, c'est bien beau de dire, nous avons un calendrier, tout se passera bien. Mais de leur rappeler qu'ils ont un défi face au gouvernement, au peuple béninois. Parce qu'après tout, c'est leur nom qu'on retiendra dans l'histoire. Parce qu'après, quand vous voyez les histoires là, quand on demande modification du code électoral, le chef de l'État dit... Attendez, le chef de l'État dit souvent... Le Bénin est un génie. Le Bénin est un génie. Et le génie béninois ne va pas déserter. Dieu n'est pas fait pour le Bénin. Dieu n'est pas fait pour le Bénin. Le chef de l'État, encore une fois, le monde entier, par la vitalité de sa démocratie. Le chef de l'État dit chaque fois, ce n'est pas moi, c'est les députés. Donc il a revient aussi de jouer la partition pour que le peuple puisse être rassuré. C'est très important. Merci. Je pense que c'est déjà heureux que vendredi dernier, déjà, que ça démarre, le retrait des formulaires de parrainage et tout, parce que c'est ça que le peuple béninois attend. D'un côté comme de l'autre. Quand on prend le côté démocrate, par exemple, le peuple béninois veut savoir effectivement si les parrainages ont été reçus, si tout a été remis aux mains de qui de droit, pour qu'on puisse avoir une candidature du côté de l'opposition. Parce que c'est ça au fond, ça qui fait que aujourd'hui le débat n'existe pas. Les gens, jusqu'à l'heure où nous parlons, les gens se disent, mais et si un démocrate, un parrain démocrate allait prendre son parrainage,
et prenait l'avion pour les États-Unis, non, pour la Chine, et disparaissait, problème de santé, et qu'il n'avait pas remettre. Parce que justement, c'est ça. Donc, du coup, ça enlève à l'opposition d'avoir son candidat. Et du côté mouvement présidentiel, pour ceux qui pensent effectivement, c'est pourquoi il dit les pronostics. Il doit forcément y avoir des garanties. Ceux qui pensent qu'ils peuvent négocier les parrainages du côté de la mouvance, je pense qu'ils se trompent. Parce que Patrice Talon, je ne sais pas si quelqu'un qui a réussi à tenir le gouvernement jusqu'à l'heure où nous parlons peut se permettre de laisser parrainage à qui il ne veut pas, à qui il veut, et tout, pour pas que déjà, les candidats ont du mal à pouvoir se déclarer. À pouvoir se déclarer, c'est ça. Tout compte fait, les candidats finiront par se déclarer puisque tout le monde est contenu dans un délai. Oui. C'est justement ça qui fait que on a l'impression que il y a 2016 qui influence aujourd'hui ce qui va se passer en 2026. Nous avons constaté qu'en 2026, il y a un président sortant qui a proposé un candidat, ça n'a pas prospéré. 2016. Oui. En 2016, oui. Oui, en 2016, il y a un président sortant qui a proposé un candidat, ça n'a pas prospéré. Ça se répercute aujourd'hui sur ce qui arrive en 2026, de sorte que chacun observe l'autre, chacun n'a pas envie de faire sortir son candidat. Oui. C'est l'impression qu'on a, ou peut-être que les partis politiques sont eux-mêmes embrouillés, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment désigner leur candidat. C'est la discipline, pour que cela soit consensuel. La politique est faite au Bénin autrement désormais. Il y a des tests, le fonctionnement des partis politiques a connu des réformes, une certaine transformation. Il n'y a pas de discipline dans ce que vous décrivez là. C'est des soumis, tout simplement. Oui. Je veux bien croire que dans ces partis politiques que l'on se réclame de la mouvance de l'opposition, il y a un processus clair qui va au bout duquel nous aurons des candidats consensuels. D'accord. Des candidats consensuels et que ce ne serait pas des gens qu'on va découvrir un matin comme ça, sans processus. Nous allons sera au thème des désignations des candidats. Vous comprendrez que ce n'est pas de la discipline, c'est des soumis. Et en même temps, ils vont réagir. On évolue et cette fois-ci, on va se tourner vers notre chroniqueur des vues du web qui a lu pour nous certaines actualités, des commentaires d'internautes. Aujourd'hui, 3 publications ont suscité donc des réactions vives sur les réseaux sociaux au Bénin, entre politique, armée et vie de couple. Eh bien, les internautes n'ont pas mâché leurs mots. Le décryptage, c'est avec vous. Merci beaucoup, Christian. Il faut dire que sur la toile, on a eu beaucoup de réactions liées à la déclaration de l'opposition et c'est Bénin Web TV qui nous rapporte l'information. Alors que la fête de l'indépendance approche, l'opposition béninoise relance un appel au dialogue national, un message pour penser les plaies politiques ou pour exister à nouveau, s'interroge-t-on. Mais sur Facebook, les commentaires sont très susceptibles, voire moqueurs. Une première réaction par rapport à cette déclaration, il y a Boko Maurice qui dit « Au lieu d'aller travailler sur le terrain avant les élections, restez là à prendre tout le temps pour réclamer assises nationales. Ne voyez-vous pas que votre demande de réconciliation ou d'assises nationales est une peine perdue ?» s'interroge-t-il. Il y a Moustaïn Yessoufou qui dit « L'opposition devrait sortir de son assoupissement politique pour prendre d'assaut le terrain politique plutôt que d'appeler indéfiniment à un dialogue qui ne viendra jamais. » Et pour finir sur ce sujet du délice Tella qui dit « Ce que vous avez demandé depuis des années et vous n'avez pas eu, ce n'est pas à la fin que vous l'aurez. Vous croyez que celui qui est là est papa bonheur? Allez travailler sur le terrain, sinon vous risquez de perdre les peu de sièges que vous avez actuellement à l'Assemblée nationale. En son temps, ne venez pas pleurer ici. » Christian, bref, pour ces internautes, l'opposition doit cesser les lamentations et retourner sur le terrain. Le deuxième sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir du 1er août, les militaires béninois vont changer de tenue militaire. Et c'est la Nation Bénin, c'est-à-dire le journal Maison, qui en parle sur sa page Facebook. L'armée béninoise modernise son image. Dès le 1er août, de nouveaux uniformes seront adoptés. Une information qui divise les citoyens, puisque un certain honorable Daniel Torviazonte qui dit « Du moment où les
tenues sont conçues par la GDIZ. C'est une bonne affaire pour faire tourner l'industrie. Gloire à nos soldats. Et Perrin Sanassara qui dit ce sont des milliards qui sont décaissés. À quel coût pour nous? Sinon, nous avons toujours nos ceintures serrées. Il faut que nous rappelions cela. Et il y a maintenant Eric qui dit changer de tenue n'est pas un truc dont le pays a besoin, mais plutôt d'une relation formidable pouvant nous permettre de lutter contre les faits de terrorisme. Entre fierté nationale chrétienne et critique budgétaire, ce changement vestimentaire divise les internautes. Et un dernier sujet qui va nous amener hors de Cotonou, hors du Bénin, c'est-à-dire le remariage officiel du pasteur Marcelo Tounansi, un an après la mort de son épouse. Le célèbre pasteur congolais s'est remarié, suscitant une avalanche de réactions dans la semaine. Pour certains, c'est trop tôt. Pour d'autres, c'est la preuve que le paradis, c'est sur terre. La première réaction se fait remarquer déjà par Rocky Aye Kokpe qui dit « Et pourquoi l'amour est-il pour le meilleur et le pire ?» s'interroge-t-il. Si déjà un pasteur nous prouve que le paradis, c'est sur la terre, il faut le vivre. Il y a Yvoque sur Ram qui dit « Celui qui nous instruit a fait minimum 5 ans de relation avant le mariage, puisque c'est lui qui s'est marié un an après le décès de sa femme. » Et puis pour finir, Maouklo Mouikan qui dit « On ne se marie pas sur un coup de tête, donc celle-ci était là avant la mort de sa femme blanche. Les pasteurs sont juste des vendeurs d'illusions. » Le mariage d'un pasteur qui divise entre romantisme assuré et suspicion de double vie déguisée, Christian, cette semaine, le web béninois a été le théâtre de ces 3 débats intenses. Et le grand rendez-vous, oui, on dit quoi? Oui, parce que tout c'est qui se remarie, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Oui. Je pense qu'en un seul mot, il a réglé cette situation-là. Voilà. C'est un berger, il a besoin de donner l'exemple et tout. Il ne faut pas qu'il soit tenté. De commencer par patrouiller, de tirer partout et tout, voilà. Et rapidement, sur le sujet concernant le dialogue national, je pense que les internautes, dans leur réaction, pour la plupart, ont montré que c'est le talon des soucis de ceux qui sont là. Donc, en réalité, il faut qu'on passe à autre chose, quoi, clairement. Voilà. D'accord. Bon, je pense oui, en attendant, oui. Le pasteur Tounansi en paix. C'est un homme de Dieu. L'épouse est décédée. Il est confronté aux femmes tous les jours. Et donc, pour ne pas qu'il pêche... Oui, attendez, parce que dans un bureau de pasteur... Dites-nous les réalités. Moi, je suis diacre. Je vous dis, dans un bureau de pasteur... Attendez, laissez-moi finir. On va lui permettre de se prononcer. Oui, c'est ce que je veux dire. Dans un bureau de femmes, de pasteurs, il y a les femmes qui viennent tout le temps. N'oubliez pas que c'est les femmes qui sont les plus nombreuses dans les églises. Pour éviter la tentation, c'est mieux qu'ils s'engagent le plus tôt possible. Moi, je pense qu'on ne doit pas faire ce débat. Parce que c'est les mêmes qui vont dire, sa femme est décédée, il ne s'est pas marié, comment il gère sa vie. Oui. Mais ce n'est pas, il n'est plus jeune. Donc, laissez-le. N'a-t-il pas conseillé à cette brebis d'attendre peut-être aux jeunes. Il est marié, il vivait maritamment pendant plusieurs années. Le besoin est là. Le besoin est là. Non, pas ça. Maintenant, sur la question des assises nationales, je pense véritablement qu'au-delà de tout, je ne suis pas... d'accord qu'on parle tout le temps d'assises nationales, mais je pense que le président qui est venu en paix doit tout faire pour partir en paix et œuvrer à raviver la flamme de l'unité nationale pour calmer les tensions. C'est très important. Au-delà de tout, mais il revient aussi aux démocrates véritablement. Ne pas penser que par un mouton face à Patrice Talon ou candidat à Patrice Talon peut passer aussi facilement. Il faut qu'ils aillent sur le terrain. Allez convaincre le dernier béninois pour être sûr de ce que oui. Parce qu'on a vu tout ce qu'on a chanté en 2023 au thème de ces élections, c'est 28 députés. Alors qu'en réalité, on espérait qu'il fasse un hold-up électoral pour remporter tous les sièges. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot sur le terrain. Oui, merci. Je pense que cette opposition a tout à gagner en quittant sa posture d'opposition, de déclaration, de conférence de presse, pour aborder la tunique d'opposition véritable qui est au contact des populations. Et qui veut conquérir le pouvoir. Qui veut conquérir le pouvoir. Et parlant d'assises nationales, le chef de l'État même a opiné sur ce sujet. Et je crois qu'on n'est pas dans un contexte de crise comme en 89 pour exiger des assises nationales qui se mettent peut-être au-dessus de la Constitution et de toutes les lois fondamentales. Et donc, nous n'en sommes pas là. Il faut que l'opposition travaille, aille sur le terrain, ne cesse de croire que, comme
l'a dit Roland, cesse de croire que même si c'est un mouton ou un coq, qu'ils vont tout renverser face à Talon. Je voudrais opiner également sur le sujet de changement d'uniforme de nos forces de défense et de sécurité. Je constate que Patrice Talon est toujours dans l'esthétique, dans le beau, pour révéler l'image du Bénin, pour montrer à nous Béninois et à ceux qui nous suivent de l'extérieur que le Bénin connaît, comme on le dit, le Bénin miton à Tchokwa. Ce sera certainement ça sera peut-être on va découvrir les photos. Maintenant, plus de motivation pour les forces de défense. C'est très important, c'est ça qui manque. Je vais finir en étant heureux comme celui qui a dit que tant que c'est fabriqué à la GDZ, c'est une question de fierté également. Nous aimons ça et puis nous allons continuer à aimer ce qui se fait de beau dans notre pays. Alors, vous avez parlé des conditions de travail et de vie aussi des acteurs. De tenue, d'accord, mais après tout, il faut plus de motivation, il faut plus de prise en charge pour les forces de défense et de sécurité, parce qu'au-delà de tout, on peut bien laisser la tenue et s'intéresser à leurs conditions de travail et comment est-ce qu'ils sont au front sans moyens, grand moyens pour autant. Merci. Allez-y. Dans une république où les AME réclament leur prime, est-ce que changer de tenue militaire est la priorité du moment? C'est la question que je me pose, tout comme les internautes se l'ont posé à travers cette question. Lorsque j'en reviens à la question du pasteur, un an... Le diacre est sur le diacre, oui, un an après, on se demande si... Puisque c'est maintenant qu'on a su que la relation est officielle et on est allé au mariage, mais avant... Est-ce qu'il n'a pas eu à goûter avant? Non, vous n'avez pas parlé de taper. Donc, c'est une inquiétude. C'est une inquiétude. Et puis, pour le troisième sujet, vous avez eu tout votre temps. Monsieur, vous avez eu tout votre temps. Laissez-moi parler. Donc, pour le troisième sujet, d'accord, qui concerne en réalité les partis politiques, je pense que les partis politiques travaillent. C'est vrai qu'ils n'ont pas besoin à chaque fois de sortir pour donner d'accord, tout ce qu'ils sont en train de mener comme action sur le terrain. Et donc, c'est la fin qui justifie les moyens. Mais sur ce sujet-là, je voudrais quand même rappeler que l'idée derrière cette sortie du cadre de concertation, c'est de dire nous tendons vers un 1er août, une fête nationale, et Patrice Talon peut saisir l'occasion pour annoncer certaines grandes choses. Comme le dit chez nous en Fongbe, à Bancantin, quelle est cette récompense-là qu'il veut faire au pays avant de partir? Vous l'avez dit. Il a pris le pouvoir dans la paix. Il faudrait qu'en voulant partir, qu'il puisse retourner également le pouvoir à son successeur dans la paix également. Tout se passe dans la paix. Et la paix, c'est un sujet que nous aborderons un de ces dimanches soirs sur le grand rendez-vous. Il faut en parler. La paix, comment préserver la paix, comment aller aux élections en paix et comment installer les nouveaux dirigeants en paix. Merci Herman Anyaboussou, merci à vous Laurent Toniques, les deux acteurs qui sont à mes côtés resteront en plateau puisque juste après nous allons recevoir notre invité qui est un acteur politique, Nouroudine Sakassale, qui est juriste, militant, membre fondateur du parti de l'opposition Les Démocrates. Il a fait savoir son intention de se porter candidat à cette élection présidentielle de 2026 pour représenter son groupe politique à l'élection présidentielle. Quelle est donc l'atmosphère à ce niveau depuis juin 2025 que l'annonce a été faite? Nous en aurons la substance dans pratiquement 10 minutes. Mais avant, on rappelle que les mois d'octobre et de novembre 2025 sont de toutes les attentes avec notre expert électoral Victor Bocon, qui nous emmènera sur la piste des étapes clés du processus de déclaration du duo de candidats pour la présidentielle. Et vous verrez quel est le sort réservé à vos amis les indépendants. Voilà, c'est l'œil de l'expert. Il est important de retenir que nous sommes dans un régime déclaratif. Cela suppose que les différents acteurs qui aspirent donc à gouverner, à diriger et donc à être candidats à la présidentielle, la loi leur fait l'obligation aux duo candidats de faire une déclaration de candidature physique et dématérialisée auprès de la Sénat. Et ça, c'est justement l'article 38 de la Constitution, notre Constitution, la loi fondamentale qui l'exige. Quant aux articles 40, 135
nouveau code en vigueur actuellement, il précise les délais de la déclaration. Donc, la déclaration doit être effectuée 180 jours avant justement le premier tour du scrutin des élections présidentielles. La déclaration de la candidature est faite en double exemplaire, revêtue de la signature de chaque candidat. C'est important de le préciser et attestant sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité requises. Il faut retourner à la Constitution qui reprécise justement que ces élections doivent avoir lieu le deuxième dimanche du mois d'avril de l'année électorale. Et donc en 2026, le deuxième dimanche tombe sur le 12 avril. Donc conformément au calendrier de la Sénat, la période de dépôt des candidatures est fixée entre le 10 et le 14 octobre 2025. C'est ce que nous dit justement la loi et conformément à cette loi-là, un calendrier électoral est établi par la Sénat et donc les élections qui auront lieu le 12 avril vont connaître les candidatures un peu plus tôt et le calendrier électoral nous dit que c'est du 10 au 14 octobre 2025. Il faut saluer déjà ici les diligences faites par la Sénat qui déjà a mis à disposition le calendrier électoral un peu plus tôt, à la disposition des partis politiques, des acteurs de la société civile et donc de tous ceux qui sont impliqués justement dans le processus. Selon le code électoral révisé que nous avons, la procédure officielle pour le dépôt des candidatures à la présidentielle comprend plusieurs phases qu'il est important de préciser. Il y a la phase de constitution du dossier de candidature. Cette phase-là, elle comprend les déclarations signées du duo candidat. Elle comprend les actes administratifs des candidats, la preuve de paiement de la caution, la liste des parrainages à fournir, le projet de société. Donc, un certain nombre de dispositions à prendre au niveau de la phase de constitution du dossier de candidature. Une autre phase tout à fait importante, quand le dossier il est constitué, que nous disposions des parrainages de tout ce qu'il faut, il va falloir justement déposer les dossiers auprès de la Sénat. Le dépôt de dossier se fait au niveau du siège de la Sénat, soit directement par les candidats ou par justement les mandataires qui sont dûment désignés. Une autre phase importante qui intervient après le dépôt justement des candidatures reste la phase de contrôle de conformité qui s'opère au niveau de la Commission électorale nationale, donc au niveau de la Commission électorale nationale autonome et qui, après donc les questions de conformité, vérifie la complétude et la régularité du dossier à lui soumis et va transmettre cela justement à la Cour constitutionnelle seule compétente pour valider justement les candidatures. Il va se dire que la dernière phase, c'est celle de la phase de publication de la liste définitive. Et donc, la Cour constitutionnelle en la matière va statuer sur l'éligibilité et publier la liste définitive des candidats 45 jours justement avant le scrutin. Nous serons vers fin février 2026. Ainsi donc, nous aurons les différents candidats qui iront pour les élections présidentielles quant à la présidentielle de 2026. Ces phases sont importantes pour les différents candidats qui doivent se déterminer. Il est important, comme je l'ai dit, sur la base du régime déclaratif, et donc tous ceux qui voudront doivent se conformer justement à ces différentes phases. En la matière, peuvent candidater tous citoyens béninois qui pourvu qu'ils remplissent les critères d'éligibilité qui font justement la procédure de dépôt des candidatures qui sont précisés dans les articles 132, 135 et 138 de notre code électoral.
Et ces différents articles donc renferment les conditions générales et spécifiques. De manière générale, il faut être béninois, donc il y a les questions de nationalité, être de nationalité béninoise de naissance ou l'avoir acquise depuis plus de 10 ans. C'est important. Il y a l'âge qu'il ne faudrait pas occulter, qui doit être comprise entre l'âge qui doit être compris entre 40 et 70 ans, révolu à la date de l'entrée en fonction. Il y a les conditions qui sont liées à la résidence qui sont importantes. Il faut pouvoir jouir de ses droits civiques et politiques. Il faut être d'une bonne moralité et d'une bonne probité. C'est important. Il faut avoir une bonne santé, comme l'exigent les tests. Et également une mesure importante, c'est la limitation justement des mandats. Ne pas avoir déjà exercé 2 mandats présidentiels consécutifs ou non. En termes de conditions spécifiques, cela renvoie surtout à la question liée au parrainage. Il faut dire que depuis la dernière réforme intervenue, chaque duo candidat, donc président et vice-président, doit être parrainé par au moins 15% de l'ensemble des députés et des maires, soit 28 élus répartis sur les 3/5 justement des circonscriptions électorales législatives. Il est important de préciser ici que ces critères visent à encadrer rigoureusement justement l'accès à la fonction présidentielle et garantit une représentativité politique plus significative justement des candidats. C'est en cela que la loi fait l'exigence de porter à 15% de l'ensemble des députés et maires, ce qui fait 28 et les 3/5 justement dans les circonscriptions électorales législatives. Non, les candidats indépendants ne sont pas éligibles à l'élection présidentielle de 2026 au Bénin, dans les faits, même si la Constitution ne les exclut pas de manière explicite ou implicitement ne les exclut pas. Et pourquoi est-ce que je le dis? Écoutez, nous avons les exigences de parrainage. Il faut obtenir le parrainage de moins 28 députés ou maires. Or, il est important de le signifier, tous ces élus sont issus des partis politiques. Aucun élu indépendant n'existe aujourd'hui au Bénin. Sans l'appui d'un parti politique, il est quasi impossible, il faut le dire, d'obtenir ces parrainages. C'est un premier aspect qu'il ne faudrait pas occulter. Le deuxième aspect qui est important de relever, c'est cette exigence, justement, que fait la loi. Les 28 parrains doivent venir d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales. Cela favorise les grandes formations politiques qui organisées pour une meilleure implantation sur le territoire national. Donc cette répartition géographique exigée vient un peu freiner un peu les acteurs justement des indépendants. Il y a une troisième réalité qu'il ne faudrait pas occulter, c'est la réalité politique actuelle et qu'il est important de préciser. Seuls quelques partis politiques contrôlent l'essentiel des élus. Je vais parler notamment de l'Union progressiste, le Renouveau, le bloc républicain et, dans une moindre mesure, les démocrates et LD. Ces partis vont justement parrainer leurs candidats ou ceux de leurs alliés dans le cadre des élections présidentielles de 2026. On pourrait donc conclure ici sur cette question que, en théorie, un indépendant peut déposer sa candidature, mais sans réseau politique et des élus affiliés, il ne pourra pas franchir justement l'étape du parrainage, ce qui constitue un blocage de facto de sa participation. Pour le choix du duo
présidentielle par les partis politiques, la loi ne met pas de délai spécifique en interne au parti pour désigner le duo candidat. Mais en pratique, ils doivent le faire dans un délai raisonnable, un délai fixe, afin de constituer le dossier de candidature complet, obtenir et valider les questions de parrainage, remplir les obligations administratives, notamment les certificats, les cautions. Il y a également que, après cette étape-là, il y a la formalisation auprès de la Sénat qui appelle à des célérités pour disposer justement des pièces à temps. Et il faut dire que une fois le duo désigné au sein des partis politiques, le parti politique doit faire cette notification officielle justement de candidature avec les mesures internes d'investiture. Vous voyez, présenter cette candidature, mieux la faire connaître, puis déposer le dossier à la Sénat dans les délais légaux. Nous sommes donc, il faut le dire, dans une période très stratégique pour les partis politiques, où nous sommes, on peut le dire, dans une phase de préparation interne au niveau des partis politiques. Cette phase-là, elle est importante puisqu'elle va comprendre le processus de sélection interne avec les différents mécanismes. Est-ce qu'il s'agira de primaire? Est-ce qu'il s'agira de consultation interne? Il y aura des rencontres au niveau des instances dirigeantes pour fixer justement les critères, pour voter et valider le duo avant justement de décider d'aller soumettre cette candidature-là à la Sénat. C'est vrai que nous sommes dans une course contre la montre, mais je sais que les partis politiques très avisés pourront répondre dans les délais aux exigences en la matière pour déposer justement les candidatures de manière conforme et justement pour que nous évitons justement les questions de rejet. C'est une invitation à l'ensemble des partis politiques justement à accélérer, à affiner les mécanismes internes, tant au niveau de la mouvance que de l'opposition, tant au niveau des partis qui signeront justement des accords de gouvernance, qu'il y ait une célérité justement dans la démarche pour que dans cette perspective-là, vers les élections générales, notamment la présidentielle de 2026, nous ayons justement de la matière, justement de candidature qu'il faut et qui répond justement aux exigences en la matière. En toute franchise, c'est le plateau de l'invité politique sur le Grand Rendez-vous. Merci d'être là si vous nous rejoignez. Noureddine Sakasalé, bonsoir. Bonsoir Christian. Juriste, vous êtes une figure du parti de l'opposition, les démocrates, au détour d'une sortie politique fin juin dernier. Vous vous positionnez dans la course à la présidentielle de 2026 en annonçant votre intention de participer au processus de désignation du candidat du parti. Ce n'était qu'une intention. Tient-elle toujours? Par ces temps où la météo est un peu difficile pour les journalistes que vous êtes, je vous remercie de m'aider à enlever le tabou de cette initiative de se porter candidat à l'investiture de mon parti politique, les démocrates, dans le cadre de la prochaine présidentielle. Je ne suis pas connu pour être quelqu'un qui fait des déclarations à l'émotion, donc je ne vois pas pourquoi ce serait quelque chose qui ne tient plus, puisque la balle est aujourd'hui dans le camp de mon parti politique. Une fois que le processus y sera lancé, je pense que j'ai eu la priorité de me prononcer comme étant candidat, étant membre du parti. J'ai entendu d'autres intentions de candidature qui sont hors et externes à mon parti politique. Donc je crois que la balle est plutôt dans le camp du parti politique auquel j'appartiens aujourd'hui, puisque j'ai un peu posé des conditions, même si ça peut paraître prétentieux, mais je pense que c'est lié à ce que nous voulons incarner, c'est-à-dire notre nom, c'est le parti Les Démocrates. Donc j'estime que si nous voulons donner des leçons de démocratie au pouvoir, si nous voulons leur reprocher de ne pas se comporter en démocrate, il faudrait que nous aussi, nous puissions, par exemplarité et surtout par éthique, donner le sens de ce que nous voulons incarner, c'est-à-dire un parti où règne la démocratie interne avant de vouloir donner des leçons de démocratie à l'extérieur.
Noureddine Saka Saleh, c'est vrai qu'on a suivi qu'après votre réaction sur une chaîne de télé, et on s'en est suivi également la réaction des internautes et de tous ceux qui s'intéressent à la classe politique, aux actualités politiques, on a compris que certains vous voient beaucoup plus en tant que technocrate et non plutôt comme politique. Alors, est-ce que, en tant que pris des deux côtés, je pourrais dire que vous êtes technocrate avant d'être homme politique, mais il y a encore cette méfiance où on ne vous voit pas totalement en tant qu'acteur politique réel, mais dites-nous en réalité, est-ce que vous faites réellement des actions qui témoignent que vous êtes vraiment un animal politique comme il le faut? C'est déjà heureux qu'aujourd'hui nous puissions déterminer un homme politique à travers ce qu'il est techniquement, ce qu'il est en dehors de la sphère politique. Parce que nous n'avons pas été habitués par nos aînés politiques et même par ceux qui sont de notre génération à qu'on puisse les identifier à quelque chose d'autre qu'à leur fonction politique. Vous avez dû constater que je n'occupe aucune fonction au sein du parti politique et je n'occupe non plus aucune fonction sur le landerneau politique béninois. Donc c'est déjà heureux, je trouve cela très flatteur, qu'on me dote déjà d'une capacité technique, ce qui n'est pas superflu dans l'exercice pour lequel je suis en train de me lancer. Maintenant, si vous voulez que je sois identifié comme un homme politique à travers les actions politiques, il faut dire que n'étant pas membre de la direction du parti, je ne suis pas tenu à des activités politiques. Je ne suis pas non plus obligé de participer de manière ostentatoire et ostensible aux activités politiques du parti parce qu'il faut quand même pouvoir ne pas être de trop dans une instance ou ne pas être considéré comme n'ayant pas été invité ou habilité à participer à une activité au sein d'une instance politique. Donc si c'est cela qui vous amène en fait à relativiser la capacité politique, j'estime que les contacts que j'ai, je crois que j'ai été accusé de tenir des liens avec des personnes qui ne sont pas de mon parti politique. Je pense que ça dénoterait quand même du fait que j'ai des activités politiques, même si ce ne sont pas les meetings dans lesquels vous nous voyez, mais la vie du parti n'est pas faite que d'actions médiatiques, d'actions, de meetings. Et je pense que l'exercice pour lequel vous m'invitez aujourd'hui dénote tout au moins du fait que malgré mon absence dans les instances de direction du parti, je demeure tout au moins à vos yeux, à chacun d'entre vous ici, un petit centre d'intérêt politique pour le Bénin et surtout pour mon parti politique. Noureddine Saka Saleh, une manière de répondre à ceux qui estiment que vous n'êtes pas présent aux activités du parti Les Démocrates. J'aimerais sur une autre question rapidement pour vous demander, quand vous dites que la balle est dans le camp de votre formation politique, je voudrais vous demander, vous faire la question, est-ce qu'il y a un processus enclenché pour la désignation des candidats au sein du parti Les Démocrates? Sinon, c'est pour quand? Alors, il faut avouer que dans les textes du parti, il n'y a pas de manière expresse et détaillée un processus clair de désignation. Ça a été renvoyé en fait aux instances du parti de décider de la manière dont la désignation du duo candidat doit être faite. Donc c'est à cet effet, puisque ce qui n'est pas interdit ou ce qui n'est pas précisé laisse la possibilité de faire des propositions. Et moi, à mon sens, la proposition que j'ai faite, c'était justement que nous puissions, puisqu'il y aura forcément plusieurs appétits, il y aura forcément plusieurs personnes qui souhaitent porter les couleurs du parti et d'abord souhaiter montrer en quoi ils peuvent contribuer à l'essor au sein du parti d'une candidature crédible. Qu'on sorte en fait des schémas qui veulent que ce soit dans une officine privée ou dans une officine secrète que soient désignées les personnes qui seront quand même les porte-flambeaux de notre parti politique à l'élection suprême dans notre pays. Donc c'est dans ce sens que moi j'ai proposé, puisque comme je l'ai dit à l'entame de l'émission tout à l'heure, il faudrait que nous puissions nous montrer exemplaires. Si notre parti s'appelle les démocrates, c'est parce que nous voulons quand même incarner une certaine image de l'équité, même si ce n'est pas de l'égalité, de l'équité et de la démocratie interne. Donc c'est dans ce sens que je me suis offert, c'est-à-dire je me suis exposé en disant je voudrais que dans le cadre de la désignation du duo candidat qui doit nous porter à l'élection présidentielle, je voudrais que nous puissions être mis en confrontation, c'est-à-dire que toutes les personnes qui se montrent intéressées et qui ont pour ambition de diriger les 14 millions d'âmes que nous sommes
puisse venir dire, échanger avec ses camarades de parti pour dire voilà ce que je pense par exemple dans le domaine de l'agriculture, voilà ce que je pense sur les questions sécuritaires, voilà ce que je pense sur les questions liées à la mobilisation des ressources et que nous puissions confronter ce que chacun a dans le ventre. C'est-à-dire, ce ne devrait pas être un tabou. Pour moi, même ce serait à la limite un exercice médiatique qui permettrait de braquer les caméras sur le parti et sur ses valeurs pendant un long moment. C'est-à-dire tout le processus des, est-ce qu'il faut appeler ça primaire, de la désignation du candidat, devrait nous permettre en fait d'occuper l'espace public. Parce que qu'il vous reste à l'esprit que le pouvoir n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, dès qu'un candidat sera désigné par le pouvoir, à la limite, on ne lui demandera même pas de prouver qu'il est capable. Mais c'est l'opposition qui est souvent le parent pauvre de la politique, c'est-à-dire qu'on nous demande à nous de prouver que nous sommes capables. Donc, comment nous on prouve qu'on est capable de quoi que ce soit si déjà en interne, nous avons peur de nous affronter entre nous? Si déjà, nous ne pouvons pas faire l'effort d'aller exposer ce que chacun a dans le ventre et ce que chacun veut apporter comme renouveau dans la gouvernance que nous contestons. Donc, si on sort de ce postulat-là, si on part plutôt de ce postulat et que nous ne pouvons pas venir dire clairement, d'abord à la face de nos camarades de partis politiques et ensuite à la face de l'opinion publique, ce que nous voulons faire, ce que nous avons l'intention de faire, comment vous voulez qu'on nous prenne justement, est-ce que la question a été débattue en interne? Est-ce que ce que vous proposez, est-ce que ça a été débattu en interne? Puisque, à écouter certains de vos camarades, on vous reproche le fait d'avoir posé le sujet hors parti. Alors, est-ce que c'est un reproche qui devrait être fait à une personne qui appartient à un parti politique qu'on appelle les démocrates? C'est-à-dire, un parti politique ne doit pas se comporter comme une secte. Est-ce que c'est le fait que ce soit moi qui ai annoncé une intention de candidature, qui le dise, qui pose problème, ou alors c'est dans le principe que ça doit être contesté? Peut-être le dire sans la bénédiction, peut-être de ces leaders. Dans ce cas, on est dans une secte. Si je suis membre fondateur d'un parti, j'ai tout au moins le droit de demander ou de proposer des choses à mon parti politique. Je n'ai rien imposé du tout. J'ai proposé. Je dis, moi, je me porte candidat et je voudrais qu'on nous permette de nous affronter à l'intérieur du parti. C'est assez curieux ce que vous dites parce que depuis que j'ai fait cette annonce, j'ai été beaucoup invité. Entre les commentaires qui sont faits sous cap au niveau de la direction du parti et que je ne conteste pas, chacun utilise les armes qu'il veut, et la grande majorité des militants ou de l'opinion publique, je suis invité régulièrement. Ici à Cotonou, à l'intérieur du pays, depuis que je me suis annoncé, je voyage énormément à l'intérieur du pays parce qu'il y a beaucoup de groupes constitués qui, au-delà de, est-ce qu'il faut dire de l'intoxication, qui voudrait que ma proposition vienne fragiliser le parti, il y a beaucoup des membres du parti et des non-membres du parti qui m'invitent pour savoir comment ça pourrait se faire. Que ce soit des médias, que ce soit des groupes constitués, que ce soit même des organismes de la société civile qui concourent en fait à l'expression démocratique et à la contradiction, qui se sont montrés très intéressés. Et ce niveau de curiosité pour moi montre déjà que si ce que j'avais proposé était stupide ou idiot, beaucoup de personnes ne s'y intéressèrent pas. Donc il y a beaucoup de personnes qui veulent aller au-delà de l'intoxication et de la désinformation qui est faite par je ne sais qui pour s'approcher de la personne qui a émis cette initiative et savoir est-ce que ça ne va pas fragiliser le parti? Est-ce que ça ne va pas désorganiser le parti? Est-ce que... Mais à la fin des discussions que nous avons, ils nous disent non, c'est vraiment quelque chose d'innovant. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'on a l'habitude en fait que la sphère politique soit faite d'invectives. Et je dis non. Ce ne sont pas des invectives. Quand je dis confronter les idées, ça veut dire que je pars du principe que nous sommes sur un terrain d'idées. Ce que vous pensez du domaine sportif n'est peut-être pas ce que moi j'en pense. Donc c'est forcément en confrontant ce que vous pensez à ce que moi je pense que nous pourrions voir peut-être que je suis allé un peu trop vite en besogne sur le terrain du sport et que votre apport serait utile. Et c'est comme ça qu'on a la possibilité de se jauger mutuellement et savoir qu'est-ce que je peux être comme intérêt pour vous et qu'est-ce que vous pouvez être comme intérêt pour moi. Donc je préfère encore ce type d'anecdote plutôt que les procès d'intention qui sont faits parce que l'un d'entre vous
et je vous fais la confidence, que beaucoup souhaitent comme soutien au sein du parti dans leur expérience pour la candidature? Est-ce que c'est parce que je suis venu peut-être tuer les rêves de certains qui souhaitaient m'avoir comme soutien? Ou alors, est-ce que d'office, je ne devrais pas? Et je vois que... oui, à votre niveau, quelle conclusion vous tirez? Ah non, quand vous observez... je suis très flatté par la réflexion qui est en train de se mener autour. À la limite, je considère que 100 membres du bureau d'un parti ne sont pas plus importants que 101 électeurs. Ils ne sont pas plus importants que 500 militants. Ils ne sont pas plus importants que l'opinion publique, même si c'est en l'occurrence eux qui ont la possibilité de décider. Regardez un peu, qu'est-ce qui fait que dans la plupart des démocraties, on passe à des élections primaires? Ça ne peut pas se faire dans notre cas. C'est-à-dire que le militant ne peut pas être sollicité directement pour le faire. C'est parce que justement, on part du principe que même s'il y a des personnes qui ont été présidentes de la République au sein du parti, il y a 5 ans, les réalités d'il y a 5 ans ne sont peut-être pas les mêmes aujourd'hui. Donc, il faut amener, puisqu'on ne peut pas désigner 3, 4 ou 5 personnes pour évaluer un projet présidentiel, on considère qu'il faut donc amener la majorité à faire un petit sondage en interne, et c'est ce qui amène les primaires. Ici, on ne pourra pas faire des primaires. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé, non pas seulement aux partis, mais aux médias et à tous les organismes qui voudraient se prêter à ce jeu, de nous permettre de nous confronter. Le parti peut décider de ne pas organiser ce que j'ai dit, mais les médias, vous avez la possibilité de dire, écoutez, comme ça se fait aux États-Unis. Ce ne sont pas les partis qui organisent en fait les débats entre les candidats au sein du Parti républicain ou des démocrates. Est-ce pas un sursaut d'orgueil de votre part? Ah non, au contraire, c'est un risque que je prends. C'est un gros risque que je prends de dire que je veux affronter mes camarades. Qui dit que, attends, je suis, comme vous avez dit, le moins loti en matière de fonction politique. Je suis le moins présent, c'est-à-dire dans les instances de direction du parti. Il y a dans le parti des personnes qui sont à leur 4e ou 5e mandat électif. Il y en a qui sont députés depuis très longtemps et qui ont donc une exposition politique à la gestion plus importante que la mienne. C'est à la limite moi qui me jette en fait en pâture. C'est-à-dire que je peux ne pas être la personne qui va peut-être être désignée à la fin. Oui. Mais je souhaiterais que même si je ne suis pas désigné, je puisse respecter la personne qui est désignée. Et dans ce cadre-là, j'ai fait des propositions que je vais peut-être continuer. Je vais saisir le président du parti dès que j'aurai fini les discussions avec ceux qui veulent nous aider éventuellement à cet exercice-là pour proposer, parce qu'il y a forcément des critères à l'entrée en candidature que moi j'estime qu'on devrait à minima respecter. Nous parlons de la présidentielle, nous parlons du Bénin à partir de 2026. Selon vous, quels peuvent être les actes prioritaires du prochain président de la République? Du prochain ou de la prochaine présidente? Oui. Ou de la prochaine fleur présidente. aux femmes, quand même. Exactement. Hein? Alors, je me réjouis déjà d'office du fait de voir certaines de mes propositions déjà mises en application par le pouvoir. Je vais vous en citer 2 ou 3. La première, c'est que je me suis toujours offusqué par rapport à la zone industrielle de Glodjibé, en disant que pour moi, la zone industrielle de Glodjibé devait servir en fait au maximum de hub logistique pour les autres zones industrielles à l'intérieur du pays. Et je militais pour qu'il y ait chaque département avec sa zone économique spéciale. C'est-à-dire la Libori, le Mono, le Koufo, parce que dans chacun de nos départements, il y a une activité économique autour de laquelle on peut construire un écosystème. Donc, je me réjouis déjà de voir que, assez récemment, à Kétou, dans le département du Plateau, une zone économique spéciale est en prévision. J'applaudis cela. Je ne suis pas de la catégorie des opposants qui pensent qu'il faut balayer du revers. Non, j'ai milité pour que chaque département ait sa zone économique spéciale. Il faut féliciter cela. La deuxième des mesures, le travail rémunéré des détenus. Ça fait plus de 2-3 ans que je me suis offusqué que nos mamans soient en train de balayer les rues. J'ai dit, les jeunes qui sont envoyés par contingent entier, et ce qui me désole affreusement, sont dans les prisons à s'auto-éduquer, à s'inter-éduquer, à apprendre pire que ceux pour lesquels ils sont entrés dans ces geôles-là. Pourquoi ne pas les utiliser et que leur rémunération soit envoyée, par exemple, à leur maman pour éviter à ces mamans-là d'aller se retrouver à balayer les rues les soirs, exposés aux intempéries et aux accidents. Je dis, bon,
ces jeunes-là, il faut les amener en fait à travers des réformes du secteur pénitentiaire à pouvoir gagner de l'argent. C'est en train d'être mis en application, j'ai vu un décret là-dessus. Troisième mesure que j'ai proposée, c'est le fait de donner une petite dignité au mérite dans les écoles à travers les jeunes filles, pour éviter qu'elles soient, à partir d'un certain âge de la puberté et autres, exposées en fait aux fléaux et aux vices, en donnant en fait au mérite sur la base de l'assiduité à l'école et sur la base de la manière dont elles sont performantes, une petite contribution qui leur permette au moins de rester dignes. C'est-à-dire, à partir d'un certain âge, j'ai des filles, j'ai beaucoup de filles, qui sont déjà à l'âge de la puberté et je sais qu'elles ont des petits besoins. Les menstrues à la fin du mois, la toilette intime, la toilette des femmes, rester propre. Oui. Si nous pouvons, avec ce que nous connaissons des salaires politiques mirobolants, aussi penser d'une manière ou d'une autre à ces jeunes filles-là, ça peut d'abord impulser une certaine prise de conscience quant à l'éducation de la jeune fille, mais en même temps donner de la dignité. Et je vois que ces trois mesures que j'ai proposées depuis toujours sont appliquées aujourd'hui par le gouvernement. J'applaudis cela, je m'applaudis un peu en même temps. Et maintenant, si vous voulez qu'on parle en fait de ce que l'opposition peut être amenée à faire, je vous lance le défi, interrogez-moi sur un sujet, sur un secteur de votre choix, et là vous avez la possibilité de vous faire une idée de la préparation, du niveau de préparation du petit et modeste candidat à l'investiture de mon parti que je suis. Le tourisme, heureusement que vous ne m'avez pas parlé du football, parce que c'est la seule chose sur laquelle taper le ballon, je ne sais pas le faire. Alors, le tourisme, je vais vous choquer. On ira très vite, on n'a plus de temps. Ah non, non, vous inquiétez pas. Je vais vous choquer. Sur le tourisme, je suis de ceux qui pensent que l'hôpital de référence qui a été construit à Calavi, le CHIC, ça s'appelle, est un excellent outil touristique, le tourisme médical. C'est une infrastructure qui est construite ici. Je ne me préoccupe pas d'où viennent les fonds, qui est la directrice, qui est ça. Non. Je sais que ce n'est pas un hôpital pour vous et moi. Quand je vois les tarifs, je nous souhaite, pour le moment, ce n'est pas pour vous et moi, parce que les tarifs sont quand même un peu au-dessus de la bourse de la majorité des Béninois. Mais la conséquence serait justement, et là c'est une question de priorité qui se pose, c'est-à-dire je souhaiterais que mon pays devienne un pays de tourisme médical. Ceux qui ont de l'argent pour se soigner, qu'ils viennent se soigner au Bénin et qu'on les taxe 2 fois plus fort. Et que ce qui sortirait comme ressource de cela puisse maintenant financer ce que moi je considère comme prioritaire, les soins de proximité pour tout le monde, la dialyse pour tout le monde, la césarienne pour tout le monde et les soins de proximité, l'accès aux soins, que ce soit la qualité, que ce soit l'accès quantitatif aux soins, que ce soit pour tout le monde. Sur la question du tourisme aussi, et je l'assume complètement, je considère que la loterie nationale appauvrit encore plus le pauvre. Parce que, vous voyez aujourd'hui, on peut parier pour 50 francs CFA. On peut parier pour 50 francs. J'estime que vous ne verrez jamais un riche aller parier à la loterie pour espérer gagner 5 francs. Le riche sait que ce n'est pas par le hasard ou par les prières qu'on gagne de l'argent. Soit on en prend aux autres, soit on travaille pour en gagner. Donc moi, par exemple, je serais pour qu'on transforme Grand Popo et Semepoji en 2 villes spécialisées pour le jeu. C'est-à-dire ceux qui ont de l'argent, si vous, Marc, vous avez de l'argent et que vous avez des addictions au jeu, je préfère que vous alliez dépenser votre argent dans les casinos, comme le casino Partouche qui a été ouvert au niveau du Sofitel. Voilà, nous on n'a pas accès là-bas, on n'a pas de quoi miser là-bas. Donc je préfère comme ça que Grand Popo, qui est aujourd'hui une ville qui végète un peu entre inutilité et villégiature, nous avons un accès à la mer qui est intéressant. On peut développer là-bas une activité touristique liée au jeu. C'est-à-dire que ceux qui prennent les avions pour aller jouer à Dubaï, que ceux qui prennent les avions pour aller jouer en Europe, viennent plutôt jouer à Cotonou. Moi, je veux que les riches viennent dépenser leur argent. Ça servira à financer les écoles, ça servira à financer beaucoup de choses pour mes parents ici. Le Bénin peut se targuer même le luxe de développer beaucoup de choses autour, c'est-à-dire les infrastructures hôtelières, les infrastructures de loisirs et tout cela. Le loisir est un vecteur énorme. Vous êtes un juriste, la justice, par exemple. La justice, pour moi, c'est l'un des piliers importants de tout développement. J'ai 3 piliers de développement, c'est-à-dire l'éducation. Pour moi, une population bien éduquée est une population viable.
Une population en bonne santé est une population viable. Mais il faut aussi que la population se sente chez elle, dans son pays, et être un sujet de droit et non un sujet de brimade. Donc pour moi, la justice, il faut la rapprocher un peu plus du contribuable. C'est-à-dire, normalement, dans toutes nos mairies, on devrait avoir des tribunaux de proximité pour désengorger les tribunaux que nous avons. C'est-à-dire les petites questions de tel a arraché la femme de l'autre ou bien tel a pris le mouton ou le cabri de l'autre ne devraient pas aller dans les tribunaux de première instance. Ça peut se régler, les questions de voisinage, les questions de droit de la consommation, ça peut se régler à un niveau le plus bas. Arbitral. Vous avez parlé tout à l'heure du Chic, par exemple, qui est juste en face de l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi. Oui. D'abord, alors que l'hôpital de zone a énormément de problèmes, des problèmes liés aux infrastructures, au niveau du personnel, par exemple, alors qu'on a en face un grand hôpital qui est le Chic. Alors vous, en matière de santé, par exemple, quelles pourraient être vos propositions en tant qu'homme d'État? Vous me rejoignez dans ce que je disais tout à l'heure, dans la priorisation de certaines choses. On a un hôpital de zone qui souffre de beaucoup d'insuffisances, mais en même temps, on crée un hôpital de référence pour la clientèle qui n'est pas le commun des mortels du Béninois. Comme j'ai dit tout à l'heure, la qualité et l'accès aux soins, c'est-à-dire qu'il ne faudrait plus qu'un seul Béninois, quelle que soit sa situation sociale, ait peur d'aller dans un hôpital. Il ne faudrait plus qu'on enregistre des morts parce que les gens ne peuvent plus aller se soigner à l'hôpital ou dès qu'on leur fait le diagnostic, ils préfèrent rentrer à la maison, se soigner avec les plantes. Ce n'est pas que je dévalorise les soins par les périodes, par les méthodes phytosanitaires ou tradipraticiennes, mais je dis l'hôpital ne doit pas effrayer le patient, l'hôpital doit plutôt rassurer le patient. Donc pour moi, ce n'est même pas une espèce de politique ou d'idée particulière. Alors le temps est complètement parti. Nouroudine Sakasalé, à vous suivre, c'est dire que vous avez déjà votre projet de société. Il fait combien de pages? Ça, on ne le sait pas encore. Non, c'est prétentieux de dire mon projet, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont contribué, comme j'ai dit, mais c'est vous qui portez le projet de société. Alors, depuis que vous avez annoncé votre candidature, quelle fut la réaction au sein de votre formation politique? Est-ce que le premier responsable du parti vous a eu en audience? Est-ce que vous avez échangé avec lui, le bureau politique également? Où est-ce que vous en êtes à ce moment précis? On dit souvent en politique que lorsque les débats ne se font pas sur la place publique, c'est qu'ils se font sous cape en arrière-boutique. Donc, vous êtes journaliste. Je pense plutôt que c'est vous qui devez vous approcher des instances du parti. Moi, je ne leur demande pas une réponse. Je ne leur demandais pas une réaction. Ce serait prétentieux de ma part. Je leur ai proposé quelque chose. S'ils veulent y aller, tant mieux. Ça ne ferait que grandir l'image du parti. Mais maintenant, vous avez la possibilité. Je pense que vous avez les contacts du secrétaire à la communication. De les inviter. Il y a beaucoup de candidats non issus de mon parti qui se sont portés, qui ont émis des intentions auxquelles le secrétaire à la communication a réagi. Donc, je pense que vous avez la possibilité de vous rapprocher d'eux. Moi, je pense qu'il faut continuer plutôt. Il faut continuer à proposer. Il faut continuer à faire le plaidoyer pour que nous puissions nous retrouver en fait dans un environnement où on n'a pas peur de débattre. On n'a pas peur de débattre. On va à des élections qu'on dit générales. C'est un cursus assez particulier, c'est-à-dire à la même année, à des périodes assez rapprochées, on se retrouve à aller à 3 élections. Moi, je considère par exemple que dans le cadre de la désignation de notre duo de candidats, il faudrait qu'on soit assez conséquent et responsable, c'est-à-dire que vous, par exemple, qui occupez une fonction de député et qui voulez vous porter candidat à l'élection présidentielle, la logique et le bon sens voudraient, et aussi l'altruisme en pensant aux autres, puisque vous n'êtes pas seul dans le parti, voudrait que vous ne soyez pas candidat à une autre élection. Il ne faut pas dire que je vais tenter l'investiture du parti, puisque ça ne marche pas, je reviens à mon siège de député, à défaut de démissionner pour ne pas être jugé parti, puisque le parrainage fait des députés aujourd'hui, des maires, des juges et des partis. Si vous voulez, en tant que député, être candidat, vous abandonnez votre manteau de député pour vous retrouver maintenant, et ça permettra à votre suppléant de monter. À défaut de ça, vous faites au moins le respect aux autres de ne pas vous porter candidat à l'élection législative ou à l'élection municipale. Ça, c'est un premier cas. Et je pense aussi que les partis devraient plutôt désigner le candidat à l'élection présidentielle, pas le duo. Vous désignez le candidat à l'élection présidentielle, à charge maintenant pour lui ou elle, une fois désigné, de vous proposer ou dans la liste de ceux qui avaient été aspirants,
ou alors dans la liste de ceux que lui-même ou elle-même considère comme aptes à le faire, parce que rien ne dit que c'est seulement parmi ceux qui ont posé les candidatures que les meilleurs profils sont. Moi, j'en connais beaucoup avec lesquels je discute dans le parti, mais qui n'ont jamais levé la main pour émettre une ambition donnée au sein du parti. Donc, je me dis, en désignant le candidat à l'élection présidentielle, puisque lui, il a la possibilité, une fois élu, de démettre le vice-président, donc ils ne sont pas au même niveau de légitimité et de capacité, à charge maintenant pour cette personne de dire, bon, dans le parti, moi je considère que telle personne ferait bien mon vice-président. On l'a appelé à collaborer. La toute dernière. Et si Patrice Talon vous appelait pour être son candidat, pour être le candidat de la mouvance? Il faudrait d'abord que je sois le candidat de l'opposition. S'il veut venir renforcer, moi je ne dis pas non. Je suis un enfant bien élevé, hein, vous savez. Je ne vais pas dire non s'il veut apporter un soutien. Est-ce qu'il a dit que son candidat pourrait être le candidat de l'opposition? La question, vous pensez? Oui, il vous appelle à le rejoindre dans son camp, pas que lui il va vous rejoindre. Non, je pense que M. Patrice Talon est très respectueux de la conviction et très respectueux du système partisan et de l'affirmation de la conviction politique. Je ne pense pas qu'il fasse cette injure-là de vouloir débaucher un candidat de l'opposition. Mais en même temps, vous êtes en train de mettre une pression indirecte à mon parti politique. Ce n'est pas très gentil. Pour le moment, vous êtes encore candidat du parti. Je suis aspirant candidat. Aspirant, exactement. Attendez qu'il me rejette avant de parler. Vous êtes encore ouvert également sur le plan politique. Et donc, Patrice Talon peut également vous appeler. Je préfère parler aux électeurs et aux militants du président Patrice Talon que de parler au président Patrice Talon, parce que les militants d'un parti et les sympathisants ne feront jamais suffisamment de voix pour élire un président de la République. Donc, les militants de Patrice Talon, les militants, les sympathisants, moi, je veux bien les draguer pour le compte de mon parti. S'ils portent leur voix sur moi une fois désignés, ce serait plutôt quelque chose de merveilleux. Merci, Saka Salé, merci. Merci à vous, Nouroudine Saka Salé, juriste, militant, membre fondateur du parti Les Démocrates et candidat à la candidature dans cette formation politique. En tout cas, nous suivons de très près l'actualité au sein du parti Les Démocrates, puisqu'il y a beaucoup de candidatures qui sont annoncées. Je veux peut-être voir si vous en avez entendu parler au sein de votre parti. Vital Kani, on parle de Kamar Ouassangari, on parle d'un autre côté de Kamel Ouassangari, on parle de Achille Pakom Loko et de beaucoup d'autres acteurs. Vous n'en avez pas entendu parler? Ah si, ah non, non, oui, mais je suis... D'accord. Vous avez des challengers. Je suis taxé d'être politicien WhatsApp et les réseaux sociaux. Donc je suis peut-être le mieux informé. Allez, merci beaucoup, merci d'être passé par ici. C'est vrai qu'on n'a pas eu assez de temps, on aurait aimé vous revoir encore sur ce plateau. En tout cas, le débat se fera. Convoquez-moi quand vous voulez. Ce sera tout. Ce sera tout pour le grand rendez-vous, le numéro de ce dimanche. Merci à vous. Cran d'inviter aujourd'hui dans l'atmosphère politique quelqu'un... parmi ceux qui sont taxés d'être un peu des bannis de la République. Marc, merci Omar. Et merci à tous. Portez-vous bien. Au revoir. Merci.